Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Arrestation de 14 indépendantistes au Ghana. Ces personnes sont soupçonnées d'appartenir au Homeland Study Group Foundation, un groupe qui milite pour l'indépendance du Togoland. Les économies africaines menacées par la baisse des exportations. Le rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement fait état d'une chute des exportations mondiales de matières premières vers la Chine. Une chute qui aura une conséquence sur la croissance des pays en développement. Et enfin au Sénégal, la Banque nationale pour le développement économique vient en aide au secteur aérien. Un appui financier de 10 milliards de francs CFA a été alloué aux acteurs issus de ce secteur. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, en Tunisie, l'Assemblée des représentants du peuple a rejeté ce mercredi 3 juin la motion portant sur le refus de toute ingérence étrangère en Libye. La motion proposée par le parti d'Estouriens libres n'a pas obtenu les 109 voix nécessaires à son adoption. Il y a eu en effet 94 voix pour, 68 voix contre et 7 abstentions. Lors du débat parlementaire, la présidente du PDL, Abir Moussi, a indiqué que la motion avait été fondée sur le principe du refus du Parlement tunisien de toute intervention militaire en Libye, alors que son parti est accusé de recourir au soutien étranger. Abir Moussi reste ferme. Selon elle, ces accusations, je cite, ne sont que des tentatives pour dissimuler des contacts suspects du président du Parlement, Rached Ghannouchi, avec le président turc Recep Tayyip Erdogan en ce qui concerne le conflit libyen. Au Ghana, les indépendantistes du Togoland font de nouveau parler d'eux. 14 personnes ont été arrêtées le 30 mai dernier dans la ville de Kpando, surprise en pleine réunion. Ces personnes sont soupçonnées d'appartenir au Homeland Study Group Foundation, le HSGF, qui milite pour l'indépendance du Togoland, région héritée de l'ère coloniale. Ashley Duprain et les Claude Bessa. Une montée de violence insurrectionnelle a été évitée au Ghana. 14 personnes ont été arrêtées le samedi 30 mai par les forces de l'ordre à Pando, dans la région de la Volta. Tous sont soupçonnés d'appartenir au groupe Homeland Study Group Foundation. D'après les documents que nous avons recueillis auprès d'eux, il s'agit d'une réunion de stratégie pour planifier la façon dont ils vont mener leurs activités dans la Volta et même dans la région d'Oti. Le Homeland Study Group Foundation, groupe indépendantiste ghanéen, a récemment fait parler de lui en hissant le drapeau de ce qu'il appelle le Togoland ou Togo occidental en mars dernier. La veille de l'indépendance du Ghana, ce drapeau a été hissé dans la cour du Conseil régional de coordination de la Volta. Depuis, les opérations à l'endroit des membres du groupe de Charles Kwame Kouzordi, surnommé Papavi en raison de son âge, se multiplient. Mais au-delà du séparatisme, les intérêts autour du Togoland pourraient s'avérer être économiques. Le pétrole, justement les nerfs de la guerre dans la région de la Volta, que le mouvement séparatiste HSGF appelle Togoland. C'est un problème lié au partage des ex-colonies allemandes entre la France et la Grande-Bretagne. Même si ces mouvements paraît un peu farfelu, les messages séparatistes symboliques dans cette région pétrolière dérange en haut lieu à Accra. Notons que le Togoland est un héritage de l'époque coloniale. De 1884 à 1914, le Togo occidental était un protectorat de l'Empire allemand, institué à l'occasion du partage de l'Afrique. Ce n'est que 2 ans après la reddition de la colonie qu'elle fut intégrée au Ghana actuel suite à l'administration britannique. Conséquence directe de la crise sanitaire, la baisse des exportations menace les économies africaines. Selon un rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, les exportations mondiales de matières premières vers la Chine ont chuté de 15,5 milliards de dollars. Une chute vertigineuse qui pourrait provoquer une perte de 9% en termes de taux de croissance annuel dans les pays en développement. Corinne Kamzefem. En raison de la pandémie à coronavirus, l'Afrique pourrait pour la première fois depuis 25 ans entrer en récession économique avec une croissance attendue à moins 5,1% selon la Banque mondiale. Une situation tributaire de la baisse drastique des exportations sur le continent, principalement dans le secteur minier.
Il est donc important que le FMI, qui s'assure de la stabilité monétaire internationale, puisse décidément intervenir et de manière forte. Il est temps qu'il apporte de manière importante des ressources qui pourraient permettre aux pays africains d'amortir le choc de cette baisse de la demande en matières premières. Premier partenaire commercial de l'Afrique depuis plusieurs années, avec un volume d'échanges estimé à plus de 200 milliards de dollars en 2019, la Chine a reçu de plein fouet les effets néfastes de la pandémie, avec notamment un ralentissement dans la production. Désormais, les importations chinoises de matières premières devraient, selon la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, baisser de 46% par rapport aux prévisions initiales. Pour de nombreux pays africains dépendant des exportations des produits de base, cela équivaut à une perte de 9% en termes de taux de croissance annuel. Les importations de gaz naturel liquéfié pourraient chuter jusqu'à 10% en 2020, alors qu'on prévoyait une augmentation de 10% avant l'épidémie de Covid-19. Les importations de blé, quant à elles, devraient diminuer de 25%, soit 2 fois plus qu'avant la crise. Cependant, une bouffée d'oxygène pourrait s'observer dans les exportations de soja et de cuivre qui pourraient augmenter respectivement de 10 et 5,6 points de pourcentage selon les experts. Pour autant, les pays africains devraient rester vigilants et prendre à temps les mesures nécessaires pour endiguer au mieux la maladie à Covid-19 et réduire par ce fait son impact sur la production des matières premières. Le Gabon souhaite s'émanciper de sa dépendance au pétrole. Le 11 mai dernier, le pays a signé un accord avec 2 sociétés australiennes, Apollo Minerals et Trek Metals, dans le cadre du projet Croussou, un gisement minier pour la prospection de zinc et de plomb. Ce projet permet non seulement au pays de développer son secteur minier, mais aussi de diversifier son économie. Aïssatou Bari. Le Gabon, dans sa politique de diversification économique, a signé avec Apollo Minerals et Trek Metals pour la prospection de zinc et de plomb. Selon la convention minière signée entre les parties, la participation d'Apollo Minerals s'élève à 80%, tandis que Trek hérite de 10%. L'État garde 10% de participation en accord avec le nouveau code minier adopté en 2019. En 2019, le Gabon a même adopté un nouveau code minier qui renforce la part de l'État dans le secteur. En termes de protection et de rentabilité, le nouveau code peut attirer un niveau d'investissement allant à plus de 3 000 milliards de francs CFA, soit 4,5 milliards d'euros. Une opération qui concrétise le souhait de Libreville de développer son secteur minier afin de diversifier son économie, encore très dépendante du pétrole. Le secteur minier gabonais peine à atteindre les 4% du produit intérieur brut. Le pays souhaite que la part de secteur dans le PIB monte à 2 chiffres à l'horizon 2025. La diversification de l'économie gabonaise repose sur la sortie de tout pétrole, c'est-à-dire une économie qui repose pratiquement sur 60% en termes de recettes et à 85% en ce qui concerne ses exportations. En ce qui concerne le secteur minier, il y a par exemple un nouveau code incitatif qui permet, n'est-ce pas, au Gabon à court ou moyen terme de pouvoir engranger quelques entrées en devises. Le Gabon souhaite devenir premier producteur mondial de manganèse grâce aux performances de la compagnie minière de Logoué, Comilog, filiale du français Eramet. La compagnie veut doubler ses exports pour atteindre plus de 7 millions de tonnes par an en 2023. Le secteur aurifère n'est pas à reste, l'État veut reprendre en main ce secteur stratégique. Au Sénégal, l'heure est à la relance du secteur aérien. La Banque nationale pour le développement économique a accordé un crédit aux acteurs du transport aérien. Un financement de 10 milliards de francs CFA leur a en effet été alloué pour amortir l'impact économique de la crise sanitaire. Amen Edji. Au Sénégal, le ministère du Tourisme et des Transports aériens et la Banque nationale pour le développement économique, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de résilience et de relance des transports aériens, ont mis à la disposition des acteurs du secteur un montant global de 10 milliards de francs CFA. Une mutualisation des ressources qui va vers la pérennisation de la croissance économique telle que projetée dans le plan Sénégal émergent. C'est une mesure qui tombe à temps opportun, mais
il en faudra encore plus si on veut véritablement voir la compagnie Air Sénégal redécoller avec le même dynamisme de croissance. Les prévisions indiquent que les compagnies aériennes africaines perdront près de 8 milliards de dollars en termes de perte de revenus pour l'année 2020. La Banque nationale pour le développement économique veut contribuer au maintien d'une stabilité macroéconomique et financière, surtout que le secteur pourrait enregistrer une perte de chiffre d'affaires de 172 milliards de francs CFA sur une période de 3 mois. Une situation qui mettrait en péril près de 156 000 emplois au Sénégal. L'impact financier sera d'autant plus sévère que les restrictions aux frontières restent encore maintenues et elles perdurent. Le Sénégal a d'ailleurs récemment prorogé la fermeture de ses frontières jusqu'au 30 juin. Donc voilà encore un mois de manque à gagner. Au-delà du Sénégal, c'est évidemment toutes les compagnies ouest-africaines et globalement toutes les compagnies du continent africain qui sortiront de cette crise avec des répercussions sévères quant à la viabilité de leur trésorerie. Les fonds attribués aux acteurs du secteur aérien via le programme de résilience économique répondent aux besoins spécifiques des bénéficiaires et prennent en compte des taux d'intérêt préférentiels assortis de périodes différées, exceptionnellement en raison de la crise sanitaire. Et parallèlement, les manifestations contre le couvre-feu tournent à l'émeute au Sénégal. Plus de 40 personnes ont été interpellées à la suite de violentes manifestations dans plusieurs villes du pays. Des manifestations qui ont débuté ce mardi 2 juin et qui se sont prolongées dans la nuit. Parmi les villes touchées figure notamment celle de Touba, située à 200 km à l'est de Dakar, où les protestataires ont brûlé 3 véhicules de police ainsi qu'une ambulance. Des manifestations ont aussi gagné la ville de Mbaké, où les protestataires s'en sont pris à certains médias. Pour rappel, le couvre-feu de 21h à 5h du matin avait été mis en place le 23 mars dernier par le président Macky Sall pour lutter contre la propagation du coronavirus. Bien que le chef de l'État ait annoncé le 11 mai dernier un assouplissement des mesures, le couvre-feu a été prolongé jusqu'à la fin du mois de juin. La colère monte à Bamako. Depuis le début du mois d'avril, les habitants sont confrontés à des coupures d'électricité. Face à ces délestages récurrents, les citoyens ont organisé une manifestation le 28 mai dernier devant la Direction générale de l'énergie du Mali. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis le début du mois d'avril, la ville de Bamako vit au rythme de coupures intempestives d'électricité. Des coupures allant parfois plus de 12 heures par jour dans certains quartiers de Bamako. Les conséquences sur les activités lucratives sont évidentes, comme c'est le cas de ce couturier, obligé de recourir à un groupe afin de respecter ses rendez-vous. On peut utiliser presque 7 000 francs par jour. C'est comme le prix du carburant. Bon, pourtant, si nous on fait notre calcul, par mois, souvent même, on n'atteint même pas 5 000 francs. Si c'est l'électricité. Mais vous-même, imaginez, par jour, 5 000 jusqu'à 7 000 francs. Donc c'est une perte pour nous. De plus en plus d'associations et de citoyens n'hésitent plus à exprimer leur colère, surtout en cette période de forte chaleur. Je peux demander à l'autorité malienne de revoir cette situation, de vraiment trouver une solution à cette situation pour nous-mêmes, pour la population. Parce que la vie de tout le monde n'est pas la même. Mais pour nous, notre avis est que eux, ils sont chez eux, sous leur clim, sous leur ventilo. Nous, en tant que pauvres, nous sommes ici, sans ventilo, ni clim, ni même l'électricité. Les manifestations contre le délestage avaient amené le Conseil supérieur de la défense à lever le couvre-feu, instauré le 25 mars. Notons qu'avec les mesures anti-Covid-19, le gouvernement a consenti des efforts sur les factures d'électricité et d'eau, avec une gratuité sur les compteurs de 5 ampères. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.